Il y a longtemps que je voulais m'exprimer sur la féminité, mais effectivement, le facteur déclencheur, ça a été toute la polémique suscitée par l'affaire Weinstein, et puis toutes les outrances d'un néo-féministe que je ne connaissais même pas. J'en étais resté à celui de ma génération, c'est-à-dire le MLF, avec ses tendances, ses chapelles, ses conflits, ses outrances aussi, mais bon, qui ne manquait pas d'un certain intérêt. Et puis tout d'un coup, j'ai vu apparaître une espèce de hantise du mal, de masculinophobie, les délires de Caroline de Haas proposant en guise de programme, je crois qu'elle était socialiste à l'époque, dans un arrondissement de Paris, d'élargir les trottoirs pour que le frôlement entre les hommes et les femmes n'ait plus lieu. Et ce frôlement, c'est ce qui construit le désir, c'est ce qui construit l'altérité. Je suis un grand lecteur de Lévinas et je crois que l'altérité, en tout genre, l'altérité structure le psychisme, construit la conscience et avive les désirs. J'aime l'Italie parce qu'elle ne ressemble pas à la France, et la féminité parce qu'elle est plus et autre chose que l'homme. Beaucoup reposé sur le présupposé de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, qui est une absurdité. On naît homme ou femme et on devient tel homme ou telle femme selon la culture qui module les rapports entre le masculin et le féminin. Donc d'une certaine façon, la différence fondamentale qui n'oppose pas, qui distingue la psyché masculine et féminine, a forcément des répercussions sur le mode d'appréhension de la réalité et donc sur l'expression du vouloir vivre, du désir, et je dirais même la texture des aspirations. Le débat n'est pas là, le débat est qu'est-ce qu'on veut faire des relations entre le masculin et le féminin quand on développe ce qu'il faut bien appeler une masculinophobie. Alors, il ne faut pas être homophobe, il ne faut pas être... On a le droit d'être masculinophobe. Ouais. Et l'affaire Weinstein comment dirais-je, l'a amplifié avec des appels à la délation. Je suis né après la guerre, mais enfin, je n'ai pas envie que la France redevienne la championne du monde des dénonciations dans les gendarmeries ou les commissariats de police, comme elle fut entre 1940 et 1944. Toute forme de délation me paraît odieuse. Or, il y a eu des appels officiels relayés dans les médias par un certain nombre de personnalités. Bon, et tout ça ne peut déboucher au mieux que sur une indifférence des sexes, au pire sur une guerre des sexes, avec... tout le monde sera perdant. Donc il m'a semblé que c'était un moment où comme ça nos fondamentaux spirituels, moraux, intellectuels, mais aussi anthropologiques étaient brouillés par un discours ambiant, puis par l'évolution d'un capitalisme mondialisé qui casse un peu tout. C'est vrai que c'était le moment d'essayer de me dire... C'est quoi, dans notre société, dans notre culture, notre civilisation, les rapports entre le masculin et le féminin. Parallèle à l'histoire de l'émancipation de la femme, il y a la construction d'un éternel féminin. La femme incarne dans l'imaginaire collectif, au-delà de la séduction, du désir, quelque chose de l'ordre, de l'absolu, de l'idéal, un havre, une pureté, et j'ai découvert que le culte de la Vierge et de Marie-Madeleine, je veux dire, distinguait notre civilisation, par exemple, de la Chine ou de l'Inde antique ou du Japon. J'ai relu tous leurs poèmes. Il y a des relations masculin-féminin, il y a l'amour, il y a le regret de l'être qu'on aime disparu, il y a toute la gamme de la sensibilité humaine. Il n'y a pas d'idéalisation de la femme. La philosophie grecque est quand même iconoclaste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'est pas légitime de représenter l'absolu, l'invisible, Dieu. Et au 8e siècle,
Il y a eu un grand conflit entre Byzance et Rome, et Léon III Lysorien, en patriarche de Byzance, il proscrit l'image. Il fait détruire dans les monastères tous les ateliers d'art, il fait détruire une représentation du Christ devant Sainte-Sophie, et puis il détruit, en même temps il massacre quelques moines. Et le conflit va durer un siècle et demi. Et l'Église catholique va gagner. Et donc le droit à la représentation va perdurer, s'épanouir. Bon, là, entre le XIe, XIIe siècle et puis la Renaissance, il va y avoir toutes sortes de représentations de la Vierge qui va épouser les époques successives. Hein. La Vierge, déjà, encore hiératique, encore comme pas loin d'une icône orientale de Giotto, c'est pas les minettes de Botticelli. Bon, mais malgré tout, on a continué à représenter, on a représenté librement Dieu le Père, le Christ, la Vierge, les apôtres, les saints du calendrier. On les a associés à des personnages profanes, souvent le donateur. Et puis le nouvel iconoclaste avec la Réforme. Le protestantisme, qui a détruit, il faut bien le dire, plus d'œuvres d'art sacrées que les révolutionnaires de 89, qui n'étaient pas iconoclastes, qui voulaient simplement une nouvelle religion, supplanter le christianisme et le Marat mort, enfin assassiné de David, bon, c'est quelque part un nouveau Christ. Et puis la femme a continué à être d'une certaine façon honorée. Avant, on essaie de bazarder la Vierge, mais on invente tout de suite Marianne. Puis ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Cependant, ça a réapparu avec l'abstrait. Nouvelle revanche des iconoclastes avec des gens qui étaient il y a la spiritualité russe, et donc on veut aller à l'absolu. On veut retrouver, oui, Dieu, c'était les spiritualistes, Dieu, mais en cherchant une quintessence de son être, de son essence, et donc en refusant la représentation. Et puis victoire à la fois de la représentation, revanche de la représentation, et victoire en apothéose de la féminité, même si c'est une féminité découpée, reconstruite, avec évidemment Picasso et ses 9 muses, et puis bon, Aragon et sa muse, et tant d'autres. Au contraire donc des divinités grecques, la Vierge est un personnage historique. C'était presque des immigrés, en tout cas c'est Pecno. Pour les gens de Jérusalem, il y a eu un bébé qui a gigoté dans son ventre, et donc elle est revêtue, bien sûr, elle est revêtue de pouvoirs surnaturels qui, bien sûr, empruntent un peu à Babylone, à l'Égypte, à la Grèce, mais enfin qui ne sont jamais des pouvoirs maléfiques. Jamais. C'est la compassion, c'est la compréhension, c'est la protection, et puis c'est un amour maternel. Marie-Madeleine, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris il y a 2 Marie-Madeleine dans les évangiles, bon, Béthanie et Magdala, qui... l'amoureuse éperdue, qui est préférée à la sage Marthe, sa frangine. Et puis on a Grégoire le Grand a associé au culte Marie l'Égyptienne, c'est-à-dire une pute qui s'est convertie à Jérusalem et qui est allée expier ses péchés comme ça dans un désert. Et là, ça a fait ce personnage de synthèse qui est qu'on va toujours vénérer à Saint-Maximin pour ses reliques, à la Sainte-Baume où elle aurait fini ses jours après avoir débarqué à Césarée. Et c'est un peu le père Lacordaire qui a relancé ce culte, ce dominicain député démocrate en 1948, qui a relancé les dominicains et puis qui a relancé le culte Mais ce culte est récurrent, simplement, selon les sages. C'est la première, pour les chrétiens initiaux orientaux, c'est pratiquement la fondatrice du christianisme. C'est la première à avoir vu le Christ. Dans ce moment intermédiaire, il est déjà sorti du tombeau, ressuscité, je veux dire, il n'y a pas l'ascension, il est comme ça, et donc Nolim est ingéré.
Donc faut pas la toucher. Faut pas la toucher, mais on a envie. Et plus on va vers le classicisme, plus on va vers l'art baroque, on va avoir des Marie-Madeleine carrément désirables. Hein. On n'est pas loin de Brigitte Bardot. Ils sont spiritualisés. Faut pas. Tandis que la Vierge, on sait qu'on ne touchera jamais. Il y a la femme idéale, et puis il y a le prince charmant. Aujourd'hui, c'est le playboy des magazines, bon, parce que le chevalier et le gentilhomme sont pas très à la mode. Mais ce qu'on observe tout au long de la littérature, et surtout de la littérature romantique qui, elle, a fait ressurgir l'éternel féminin, c'est que la femme est toujours frustrée. Elle n'est jamais comblée dans son besoin d'amour. On lui en donne pas assez, on lui donne mal, on ne sait pas faire. Hein. Donc, et si elle essaie de se construire, cette pauvre Bovary qui essaie à base de réminiscences, des romans édifiants ou mélos, bon, elle va essayer de se construire un éternel masculin. Elle va tomber sur 2 ou 3 connards qui vont la décevoir et ça finira très mal. Il n'y a pas d'éternel masculin. Non, c'est une construction, c'est vrai, c'est une construction. La femme est maintenant, après, notre égale en toute chose. Madame, vous êtes énarque, moi aussi. Vous êtes cadre supérieur, moi aussi. Nous avons un bébé ensemble, vous faites le biberon le matin, je le fais le soir. Ok, mais vous êtes aussi plus et autre chose, quelque chose une part de vous-même me reste mystérieuse et une part de vous-même continuera à nourrir mon imaginaire. Vous êtes comme la page blanche sur laquelle il inscrira ses plus belles figures. Et c'est toute cette inégalité, la femme est bien plus que l'homme. Il y a une inégalité que je proclame. Un truc au bénéfice de la femme, c'est cette inégalité qui me paraît précieuse. Et le féminisme ou le néo-féminisme contemporain, bon, marginal, c'est un féminisme, ne veut pas ça. Mais il est de mèche avec une société mercantile, une société de consommation et du spectacle. Je suis quand même un vieux lecteur de Baudrillard et de Guy Debord, qui elle non plus, qui elle aussi, pour des raisons mercantiles, a intérêt à saucissonner l'humanité en catégorie de consommateurs et en niant toutes les autres formes d'altérité. Il faut faire de la gym, il faut faire du yoga, il faut manger bio, végétarien si possible, et puis il faut baiser, comme ça, comme on se douche, comme on se mouche. Bon, mais ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que c'est jamais anodin, et quand ça le devient, d'abord, ça perd son intérêt. Et puis à ce moment-là, l'homme va retrouver, pour nourrir son désir, qui a besoin de transgression. C'est la spirale que montrait bien Lacan. Il va être obligé d'en rajouter sur la transgression. La mode continue à construire une séduction dont la femme use, et elle a bien raison, à notre égard, quelquefois à nos dépens. Hein, bon, dire, à partir de, regardez, le printemps arrive, le soleil aux terrasses de Paris, les femmes se découvrent un peu. Dire, il y a une espèce de miroitement de féminité qui érotise grâce au ciel, et personne ne s'en plaint. Donc oui, on est dans une espèce de tyrannie de minorité. Il y a toutes sortes de minorités comme ça, je pense aux véganes aussi, qui voudraient qui convertissent en idéologie une aspiration quelconque. Il ne faut jamais convertir en idéologie, encore moins en idéologie politique, une aspiration à l'absolu. Parce que la politique, c'est le domaine de la contingence, c'est humble. Et quand on a voulu projeter cette aspiration idéale sur ce champ-là, ça fait que le plus grand poète français, Aragon, a écrit des conneries. Ça fait Drieux, Brasillac ou Rebatté qui ont écrit d'autres conneries, toujours parce qu'ils ont voulu investir dans des idéologies. Et là, c'est un peu pareil avec ces féministes. Bon, elles prétendent lutter contre les violences faites aux femmes. Bon, les violences du butor qui tabasse sa femme parce que tout ce qui lui reste, c'est qu'il est un peu plus qu'elle. Bon,
tout le monde les condamne. Il y a des lois, elles demandent à être appliquées. Si elles ne le sont pas, c'est parce qu'il y a une carence de l'État. Donc il n'y a pas lieu à débattre. À partir du moment où on débat, c'est que c'est un pur alibi. C'est l'alibi d'une espèce d'aspiration à un androgyna mental, une aspiration à un monde de l'indifférencié. C'est pas une dictature, c'est prétendre construire un homme nouveau, hein, sur un certain nombre de présupposés rationnels. Absurde mais rationnel, en partant du principe qu'un fou, comme disait je crois Valérie, c'est quelqu'un qui a tout perdu sauf la raison. Donc le préalable est absurde, et puis alors la chaîne de raisonnement est impeccablement logique. Donc leur finalité, c'est quand même l'indifférencier. Un espèce d'indifférencié. Il n'y a plus d'Européens, d'Africains, d'Asiatiques, il n'y a que des individus. De la personne chrétienne, on est passé au moi bourgeois, puis maintenant on est à l'ego petit bourgeois universel. Cet ego immature, désirant que la pub excite permanence en utilisant la prédation sexuelle, hein, pour vendre un yaourt ou pour vendre une bagnole, on vous vend la femme que vous allez sauter derrière. Toujours avec les lèvres un peu entrouvertes, on voit bien comment ça... Mais en même temps, il faut toujours entretenir la frustration. Il ne faudrait pas que la femme, on la saute pour de vrai, parce qu'à ce moment, on n'achèterait plus la nouvelle bagnole, on n'achèterait plus le nouveau pot de yaourt. Alors donc, on vit dans ce truc-là qui est proprement infernal. Les rétractions identitaires de l'islamisme radical, qui nous menace en ce moment, ne s'expliquent sous alibi théologique, mais on s'est servi de Dieu à tellement de sauces qu'on se sert d'Allah pour celle-là. Le vrai enjeu, c'est le corps de la femme. C'est le corps de la femme, si on veut la dissimuler, si on veut la préserver, ce qui finalement revient à l'objectif des néo-féministes. Hein, c'est simplement qu'on a peur de son désir, qu'on a peur de ce qu'elle... comment dirais-je, de ce que... On a peur du désir de la femme, de ce qu'elle exprime comme insatisfaction. Elle a peur que ce désir nous mette en face de nos propres insuffisances. Et donc le mal dans MALE, dans ces sociétés, c'est de préserver à tout prix son autorité. Il n'y arrivera pas. Le match est perdu d'avance. C'est pas la peine d'avoir peur de l'islam. Ils lâcheront des pétards encore longtemps, parce qu'il y a du nihilisme. Mais on verra d'autres que les islamistes lâcher des pétards parce qu'ils seront en proie du même nihilisme, parce que la société, le capitalisme mondialisé aura tout détruit, aura fait des âmes mortes. Et quand il n'y a plus des âmes mortes, il n'y a plus que la pulsion. Et les pulsions, c'est toujours les mêmes. Il faut aller demander aux vendeuses dans les magasins luxe, au rayon des sous-vêtements. Et elles en apprendront plus que tous les sociologues qui nous bassinent sur le grand remplacement et Dieu sait quoi. Elles vous diront que derrière tout ça, le corps s'impatiente. Tôt ou tard, la femme s'émancipera du rôle qui lui a été prédéterminé, je pense. Pas seulement à la sphère islamique, je pense, parce que je connais mieux en Afrique. Et ça sera, d'ailleurs, pour elle douloureux, parce que dans ce rôle prédéterminé, qui a été celui de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres, et puis dans ces sociétés à mémoire orale, elle y trouvait son aise. Hein, et tout d'un coup, on lui dit non, il faut que tu ailles en compétition comme les autres, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu te battes, faut un truc, une espèce d'univers qui fait de compétitivité économique, qui fait de chacun et de son frère, de son prochain, un concurrent potentiel. Il y aura des cris et des larmes quand même, mais c'est inéluctable. Elle est objet de désir si on n'a pas la force, la capacité de la sublimer. Elle le devient, elle l'est dans la pub. Et donc elle est dans la pub. Là on retrouve tous les schémas de la... C'est pas hasard si les femmes... on voit de plus en plus un phénomène, c'est que les femmes sont attirées par des types beaucoup plus âgés qu'elles. La femme cherche, la femme est effrayée, parce que le problème de cette culpabilité des élites, un truc, c'est qu'on culpabilise les mecs. Les mecs ne savent plus remplir leur rôle de mec, et la femme, ça lui va pas du tout.
du tout. C'est pour ça qu'elle prend des types âgés. Parce qu'elle les présume plus consistants, plus capables bon, de tenir un rôle de protecteur. Et à ce moment-là, s'il le tient bien, elle retrouve tout de suite ses capacités, elle, de produire de l'éternel féminin. Et tout le monde y gagne.